Merci. Donc vous avez la parole. Oui, j'imagine qu'il y a un micro disponible. Voilà. Monsieur Bourdin, vous m'avez un petit peu inquiété au départ. D'abord, vous êtes belge. Oui, je m'appelle Paul Vermel. Et vous venez de sortir un livre. Je viens de sortir un livre, je le présenterai en une seconde tout à l'heure. Vous m'avez un petit peu inquiété quand vous dites l'ordre social a disparu des métropoles ou des villes. Et vous faites référence, après je l'ai compris finalement, à ce qui s'est passé tout au long de ce processus urbain. Je pense quant à moi que les villes et les métropoles restent aujourd'hui encore les grands moteurs des combinaisons sociétales, c'est-à-dire les manières dont effectivement elles vont mettre en place des politiques dans le domaine du social, de la durabilité, de l'économie, au départ des forces vives qui ne sont évidemment plus les mêmes que les seigneurs ou que les bourgeois de l'époque présents dans l'espace des petites villes ou des moyennes villes des siècles passés. Est-ce que vous pouvez être très court? On a très peu de temps. Oui, je vais faire très court. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit à la fin, c'est de dire, effectivement, vous avez, me semble-t-il, un petit peu corrigé le tir en disant, au fond, il y a une espèce de culture du management qui apparaît aujourd'hui dans la manière de concevoir et surtout de gérer les incertitudes, les opportunités qui apparaissent. Je préférais les mots opportunité que seulement le terme incertitude qui est quand même connoté assez négativement. Et je voudrais rebondir sur ce que disait M. Ferrand à propos des fiches de l'eau. C'est un des termes que vous avez employé. Ce qui me frappe, et je vais juste présenter en une seconde mon livre qui s'appelle « Le temps de la métropole » et qui est un parcours dans 40 métropoles européennes tout au long d'une vingtaine d'années, pour observer finalement ce que, là on se rejoint, des valeurs s'inscrivant dans la pensée de Morin, l'agilité de la dimension multiscalaire, la créativité économique et non pas seulement l'innovation technologique, la solidarité et la durabilité. Ce que j'observe, c'est que ces valeurs sont pratiquées là où les métropoles ont réellement du pouvoir. Dois-je rappeler que les métropoles françaises disposent d'un budget, si je compare aux métropoles européennes, d'environ un quart à un sixième des moyens dont disposent les autres métropoles. Et donc je terminerai en disant effectivement sur cette question-là, pensez-vous que le modèle lyonnais, dont on parle beaucoup en termes de prochaine métropole, serait de nature à restaurer une certaine légitimité, une capacité à incorporer les dimensions de l'aménagement du territoire, mais aussi de la solidarité et de la créativité. Merci. Essayer de ne pas casser le débat, donc d'être aussi rapide que possible. D'abord, je résume mon propos en 3 mots. Simplement, il n'y a plus une organisation spatiale qui s'impose et qui va de soi. Il n'y a plus une organisation sociale qui s'impose et qui va de soi. Il n'y a plus une organisation économique qui s'impose et qui va de soi. Moyennant quoi, le problème, c'est de fabriquer l'organisation. Quand on fait de la ville, le problème, c'est de fabriquer de l'organisation. Et à partir de là, la bonne question, c'est, sachant qu'il y a plein de forces, de richesses, de choses diverses, etc., comment on fait pour polariser des forces et des richesses et fabriquer de l'organisation? C'est ça le problème. C'est ça le problème quand on fait un projet urbain. C'est ça le problème quand on organise une collectivité. C'est ça le problème quand on gère une métropole. Et je dirais que, effectivement, quand on parlait à la fin, quand j'ai évoqué le récit légitime, quand Nicolas Ferrand évoque le rôle du politique, la commande, etc., on est exactement en train de parler de ça. Et si on veut juger le modèle lyonnais, c'est dans l'ensemble de la métropole lyonnaise, qui est assez métropolitaine, je dirais. Bon, c'est-à-dire où il ne reste plus trop de ce qui était l'organisation traditionnelle des villes. Il en reste, mais il n'en reste plus trop. Dans ce contexte-là, est-ce que le système qui s'est mis en place à Lyon et qui évolue à Lyon, est-ce qu'il est capable de polariser suffisamment de forces diverses, de réalités diverses, etc., pour fabriquer de l'organisation et la refabriquer en permanence? À partir de là, alors on pourrait réfléchir après, discuter, ce serait long, mais je crois que c'est ça la question en tout cas. De plus, porter davantage sur les territoires autour des villes que sur la ville elle-même, que la ville dense. C'est la méthode, la en tout cas, sur des davantage sur ce qu'on appelle les grands territoires.
En tout C'est cas, peut-être là-dessus qu'il y a confusion. En tout cas, ils sont compris dans la réflexion, oui, sans aucun doute. Oui. Laurent Mouret, donc du cabinet Safège. Deux remarques par rapport à la question numéro 3 posée par Nicolas Ferrand sur le fait d'accepter au fond cette incertitude et le fait qu'on ne puisse pas tout maîtriser et de ne pas tout prévoir. À cela, deux témoignages sur la question du transport en commun, notamment, qui est un élément structurant dans l'aménagement urbain. Et un des éléments auxquels on est confronté, c'est sur les contraintes techniques extrêmement fortes sur ces réflexions-là, et qui imposent, ou en tout cas auxquelles on est confronté en tant que nous, urbanistes ou architectes ou maîtres d'œuvre, à avoir une vision à 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et à cela, comment le gérer? Un petit témoignage sur l'aménagement qui a pu être fait ou les réflexions qui ont pu être menées sur l'île de Nantes avec Alexandre Chemetov, parce que j'avais collaboré avec lui, sur la possibilité de réfléchir en amont à l'espace public et à la façon dont l'espace public peut accueillir au fond un transport en commun et à la façon dont l'espace public peut être capable d'accueillir différents modes de transport sans le prédéterminer en amont. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, ou en tout cas de se donner les moyens de réfléchir à concevoir un espace qui puisse accueillir un bus, un BHNS ou un tramway. Deuxième réflexion sur celui, toujours du cas de l'île de Nantes, sur le plan guide, qui est un document qui, selon moi, a été non pas un plan directeur, comme certains ont pu en tout cas le ressentir comme étant un élément fixant au fond une image à terme à laquelle il fallait se conformer, mais bien plus un plan guide, un élément, plutôt un outil qui propose à un instant T une image. Et bien plus dans une logique itérative plus que linéaire, dans le sens où ce document, dans sa représentation, propose au fond certaines programmations, et à l'inverse, lorsque, en cours de chantier, en cours de réalisation, les projets, les opérations pouvaient informer et réinterroger en fait le plan guide. Un témoignage qui, selon moi, illustre cette capacité à accepter l'évolution. Merci, c'est plus donc un témoignage qu'une question. Est-ce qu'on a d'autres demandes de prise de parole? Oui, à Sarah, jeune urbaniste. Bonsoir, Sarah, urbaniste. J'avais une question plus pour Alain Brodin, vous êtes professeur des universités. C'est savoir comment maintenant on peut former les urbanistes à l'incertitude. Vous avez parlé justement de fabriquer des outils et de nouvelles connaissances. Pour être sorti d'études il n'y a pas si longtemps que ça. On nous parle encore du projet urbain comme un projet long et linéaire, où tout est bloqué d'avance en termes de financement de foncier. Et c'est lorsqu'on commence à mettre les pieds dans le terrain, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, professionnellement parlant et en termes de formation, il y a un vrai déficit en termes d'outils, de méthodes et de façon de faire. Et c'est ainsi que beaucoup se retrouvent un peu coincés avec ce mythe de la ville longue et sûre, et en fait une réalité qui est plus incertaine et courte. Merci de cette question. Mais elle est très, très réelle. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est une grosse question. Je pense, mais on réfléchit actuellement, j'ai essayé d'être rapide, mais on réfléchit actuellement sur le programme de l'école d'urbanisme de Paris qui réunira l'Institut urbanisme de Paris et l'Institut français urbanisme. Bon. Pour moi, un des problèmes, c'est une des choses, c'est qu'on forme des gens qui vont travailler dans 40 ans. Quand ils sortiront de notre institution, ils auront 40 ans de vie professionnelle devant eux. Vous voyez ce que ça veut dire, 2054. Et on raisonne, on fait de la formation sur l'expérience des années 1990 aux années 2000. Quoi. Bon, c'est une vraie question. Alors, moi, j'ai pas de réponse. Si j'avais un lapin à sortir du chapeau, ce serait génial, mais j'ai quand même une idée qui plaît pas toujours aux étudiants. C'est la capacité de réagir à l'incertitude, de penser l'incertitude, de vivre dedans, c'est quand même d'abord une capacité liée à des structures intellectuelles. C'est d'abord lié à des structures intellectuelles. Et donc, quitte à se faire engueuler par les étudiants,
il faut réduire éventuellement un peu de formation professionnelle. Alors, pas n'importe quelle formation professionnelle, parce que sur certains plans, il faut en rajouter, mais il faut arriver quand même à en réduire une part pour donner le temps d'acquérir des structures intellectuelles qui vont rendre capable d'affronter la manière dont fonctionne le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est éventuellement, je ne vais pas faire de provocation, mais c'est éventuellement des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'urbanisme qui servent à ça. Pour lesquels on peut avoir un peu de pédagogie, bon, etc. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est dans la capacité à se fabriquer des armes intellectuelles que se trouve la solution. Et malheureusement, aujourd'hui, on forme beaucoup les gens pour faire l'urbanisme qu'on vient de faire avant. Alors moi, je rajouterais quelque chose. En plus, Sarah a été mon étudiante et elle cherche du boulot. Elle est brillante. Donc, si quelqu'un est intéressé, il faut y aller. Elle a même travaillé pour moi et pour le club. Moi, je pense que pour former les étudiants à l'incertitude, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai un autre étudiant ici, Bertrand. C'est de développer la curiosité et l'agilité mentale. Et apprendre à l'étudiant à faire des passages. Il y a un article sur l'économie, il fait le passage avec l'urbanisme, donc capter les innovations et savoir les intégrer dans son travail. Et ça, c'est vraiment, je pense, essentiel comme qualité dont nous avons besoin pour affronter la ville de demain. Très grande curiosité. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ruth Marquez, donc tu peux peut-être venir ici, Ruth, comme ça on te verra à l'écran, puisque tout est filmé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les 5 à 7 sont sur YouTube, sont également, d'une part enregistrés, mais aussi retranscrits, que vous pouvez, si vous êtes enseignant, demander à vos étudiants de regarder, et que c'est à votre disposition. Donc, Ruth Marquez, qui est architecte urbaniste, inspectrice générale du développement durable, tu peux juste appuyer sur le bouton. Oui, il me semble que toute l'évolution contemporaine du projet urbain, enfin je vais être un peu... ça a été de passer progressivement du programme à la stratégie. Et je crois que justement la question c'est le programme c'est... il n'y a pas d'incertitude, et la stratégie c'est comment changer le destin d'un territoire en créant les conditions de nouveaux possibles dans un contexte d'incertitude. Alors je pense que voilà, c'est ça que je voulais dire. J'aimerais vos réactions. C'est extrêmement, oui, c'est extrêmement tranchant et percutant pour dire ce que j'ai essayé de dire, absolument. La question, c'est pas uniquement le programme, parce que le plan va plus loin que le programme. Mais il est clair que dans un mode de faire contemporain, on est plus dans de la stratégie. Le côté stratégie est un peu, enfin, renvoie, je trouve quelquefois un truc un peu éthéré, alors qu'on est pieds dans le truc, quoi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Non, mais un peu éthéré, ok, mais c'est parce qu'on ne sait peut-être pas très bien faire de la stratégie, qu'on pourrait peut-être avoir de la stratégie qui ne soit pas éthérée. Oui, peut-être, oui, tout à fait, mais... Quand on nous parle de documents stratégiques... oui, non, mais il y a un problème des documents stratégiques, ça c'est autre chose. Par contre, vous dire quelle est notre stratégie de prospection sur les utilisateurs tertiaires à Saint-Étienne, ça, c'était vraiment pas éthéré. Donc effectivement, il y a un sujet là-dessus. On peut avoir le micro ici. Bonsoir, j'ai plus une interrogation qu'une... Oui, bon, moi je suis jeune, comme vous le constatez, mais j'ai la chance de travailler. À part d'être jeune, vous vous appelez comment? Je m'appelle Cécile Tabert et je suis à l'agence Interland avec ma collègue Lucie Brenon. Très bien. Et nous vous transmettons les bonjours de Franck Huillard, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, qui est le directeur de cette structure. Et moi je me pose une question parce que je trouve qu'il y a finalement un risque à reporter tout sur l'élu. Parce que pour nous, c'est aussi une façon de se défausser et que l'élu, il ne peut pas non plus tout inventer. Et généralement, il s'appuie sur des expertises techniques qui, elles aussi, posent des questions. D'ailleurs, je pense que dans les débats, ça a été rappelé. Il y a toujours des controverses et c'est à la fois porteur et digne d'une certaine forme d'incertitude omniprésente. Et souvent, on doit trancher et faire du projet quand les échelles de temps nous dépassent totalement. Or, notre action, elle est éminemment spatiale et elle aura des conséquences sur des décennies et peut-être plus encore. Donc, est-ce qu'il y a ce risque et comment peut-être en sortir quand l'élu va s'appuyer, donc en tant que représentant politique, sur
la science ou la technique, quand elle-même elle est prise de cette incertitude, et que quelque part, en tant que simplement praticien, on doit répondre à tous ces enjeux. Alors, j'adore cette question. J'adore cette question parce qu'en fait, ça renvoie à un énorme débat constant qui existe entre les maîtres d'œuvre urbains, les concepteurs et les élus. C'est extraordinaire. Vous le dites avec vos mots, mais c'est absolument extraordinaire. C'est savoir finalement si le concepteur urbain, dans le débat, le maître d'œuvre urbain, doit prendre la place du maître d'ouvrage ou pas. Mais j'ai beaucoup de... Il n'y a pas de critique, mais c'est quand même ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est moi, maître d'œuvre urbain, je sais mieux que l'élu. Eh bien, moi je dis exactement l'inverse. Non pas, je ne suis pas élu, mais je dis que le seul légitime pour arbitrer, c'est l'élu. Et que ensuite, le maître d'œuvre urbain dit, moi j'ai une vision, vous avez une analyse qui est tronquée, etc. Il y a du débat, il y a tout ce qu'on veut, mais le seul qui soit capable d'arbitrer, c'est l'élu. Et je récuse absolument toute la position d'un certain nombre d'élus qui est de dire « Ah, l'urbaniste a dit que, donc c'est bien ». Et je pense au contraire que les élus, parce qu'ils sont alors, Bourdin ne sera pas d'accord avec moi, mais ils sont une forme d'incarnation, de représentation de leurs électeurs, ont leur mot à dire sur ce que proposent les urbanistes et ne doivent certainement pas dire oui parce que l'urbanisme, fut-il Grand Prix d'urbanisme, a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je rajouterai un mot tout en étant architecte urbaniste. Seul l'élu doit rendre des comptes. Hein. C'est lui qui se fait réélire. Donc c'est absolument, je partage complètement le sentiment de Nicolas, même si ça nous agace. D'ailleurs, pour faire de l'urbanisme, l'idéal est d'être élu, vous savez. Ouais, Nicolas m'avait dit tout à l'heure qu'il poserait la question de la confiance, ce qu'il n'a pas fait à la fin. Et on y revient quand même 20 secondes. C'est-à-dire que il n'y a pas de confiance s'il n'y a pas de légitimité. Et dans un pays démocratique, la légitimité, c'est les élus qui la portent. Et c'est le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que l'élu soit pas réélu, peu importe, la légitimité, elle est à l'élu. Et il n'y a pas de fonctionnement social possible s'il n'y a pas de structure de légitimité. Et je dirais que plutôt un des problèmes que nous avons, c'est de éventuellement reconstruire, renforcer nos structures de légitimité. C'est-à-dire, c'est là que Nicolas sent que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence, c'est-à-dire que la représentation n'étant pas naturelle, la source de légitimité ne va pas de soi. Elle doit être reconstruite, renforcée, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème de nos sociétés démocratiques actuelles, de reconstruire la légitimité. Mais à partir de là, la légitimité fait que la confiance est possible. Alors Catherine Berger va peut-être venir nous rejoindre pour s'exprimer, qui est architecte urbaniste de l'État. Tu peux allumer le... Donc, je suis architecte urbaniste et quelques décennies d'expérience. Et je voulais ici témoigner, simplement complexifier encore la chose en disant que bon, débat entre le maître d'ouvrage, l'élu et autres, et le décideur et la sphère d'expertise, mais il n'y a pas un élu, il y a des élus par rapport à la complexité de nos projets. Et je voulais juste apporter le témoignage d'expériences qu'on a pu avoir à travers les projets de territoire, où ces discours, ou ces visions apportées, ce sens collectif qu'on a pu donner, notamment à certains projets territoriaux très importants, comme ceux que j'ai pu suivre sur le patrimoine mondial, ou sur les grands sites, pour lesquels il y a un discours collectif qui évolue, qui est un projet en soi, mais là où il y avait une force formidable à la dynamique territoriale, à l'envie de faire quelque chose ensemble et d'aller négocier, co-contracter ou discuter, c'est lorsqu'effectivement il y avait pratiquement pas de mise en cause de la légitimité même de la parole de l'élu. Parce que lorsque vous êtes au patrimoine mondial, eh ben, c'est au-dessus de tout. C'est pas, vous ne portez pas le projet de tel député, sénateur, maire, président de comité de communes et autres. Donc c'est une puissance formidable d'avance. Et dans les grands sites, nous l'avions même contextualisé, lorsqu'on dit aux élus qui portent un grand site, si vous amenez en disant « je suis l'élu du Mont-Saint-Michel », tout le monde vous tire dessus. Donc comment on peut remettre une valeur ou un discours, disons une vision collective, culturelle, partagée, au cœur du dispositif et non pas uniquement attachée à la légitimité de l'élu. Je crois que c'est vraiment le discours et la vision partagée qui permettent de faire avancer. Tout ça, ça renvoie à la question des mécanismes de fabrication de la légitimité. Mais à la fin, il y a la légitimité de l'élu. Alors, encore une fois, que sur les mécanismes de fabrication de la légitimité, on se pose des tas de questions, tout à fait d'accord.
Mais c'est toujours pour aboutir à fabriquer la légitimité de l'élu, quand même. Bien, je vais prendre la décision d'arrêter. Olivier. Juste, on ne peut pas conclure, on ne peut pas laisser terminer avec le livre Métapolis sans au moins citer une fois François Escher. Non, une fois, de plus. En conclusion. Il faut le citer en introduction, il faut le citer en conclusion. François Escher a fait un très joli, parmi tous ses livres, il a fait un très joli petit livre qui s'appelle « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». Moi, j'ai un peu entendu les interventions d'Alain et de Nicolas comme « Ces mystères nous dépassent, ne feignons plus d'en être les organisateurs, mais faisons notre boulot dans le contexte ». Merci Olivier. Alors nous allons clore ce 5 à 7 avec un peu de retard. Je remercie infiniment Alain Bourdin, Nicolas Ferrand et vous tous parce que vous avez été extrêmement attentifs et participatifs. Je voulais vous annoncer que le prochain 5 à 7, je ne me souviens pas très bien de la date, est en décembre et va porter sur les leçons que le Japon peut nous apporter en termes d'urbanisme avec Manuel Tarditz qui est architecte urbaniste et qui travaille au Japon depuis très longtemps et qui a commis un très bel ouvrage sur le Japon. Donc ça suit aussi un voyage que le club a fait au Japon et nous aimerions en profiter justement pour débattre de la confrontation des cultures et de ce que tout ce que les questions japonaises peuvent évoquer dans l'urbanisme français. Donc voici le prochain 5 à 7, vous serez informés. Donc comme je vous l'ai dit, les comptes rendus sont sur notre site. Et les vidéos seront également très rapidement sur notre site d'une part et sur YouTube et on vous informera. Merci infiniment à tous et merci à l'équipe qui nous a soutenus, qui nous a filmés.